Bonsoir Stéphane Ravier et merci d'être en direct avec nous, sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône. Merci d'être avec nous depuis Marseille, frappé une nouvelle fois par un drame. Sokaina, 24 ans, victime d'une balle perdue chez elle après une fusillade sur un point de deal. Vous nous direz dans une seconde s'il va falloir être plus sévère avec les clients. Ce sont eux qui font naître les règlements de compte. Ce sont les mots de Gérald Darmanin aujourd'hui. On va en parler aussi avec vous, Alexandra Gonzalez. Bonsoir Alexandra, Bonsoir. chef adjoint du service police-justice de BFM TV. Et avec Laurent Valdiguier. Bonsoir Laurent, journaliste d'investigation au magazine Marianne et auteur de Gérald Darmanin, le baron noir du président, aux éditions Robert Laffont. Avant de vous entendre toutes et tous, d'abord l'histoire donc de Sokaina, on voit ça avec les éclaireurs. Et avec vous, Lisa Dev. Bonsoir Lisa, qui était Sokaina ? Sokaina avait donc 24 ans, Maxime, vous l'avez dit, étudiante en deuxième année de droit. Elle vivait avec sa maman, Leïla, et sa sœur de 15 ans dans un appartement situé au 3e étage d'un immeuble. Un immeuble dans un quartier calme, avec des commerces. Il n'y a jamais eu ni d'homicide, ni de traces flagrantes de trafic de drogue, comme la présence de guetteurs, par exemple. C'est dans le sud de Marseille que se situe cet immeuble. C'est là donc où vivait Sokaina. Leïla, sa mère, admet ne pas se sentir en sécurité pour autant. Selon un habitant, il y a un point de deal depuis moins d'1 an. Et c'est souvent près de la pharmacie que les trafiquants s'installent. Et c'est là qu'ont eu lieu les tirs qui ont tué Sokaina. Et au moment des tirs, justement, cette jeune femme de 24 ans était dans sa chambre. Il est 23h10 quand une balle transperce le mur sous sa fenêtre et la blesse au visage. Sa sœur la trouve par terre en sang. Et sa mère, elle, décrit sa fille avec la tête explosée. Je n'ai pas compris. C'est la guerre, c'est quoi? Il y avait du sang partout. Je n'arrive pas à comprendre, à avaler. Ce n'est pas en Colombie, c'est en France. Sokaina sera ensuite transportée à l'hôpital où elle meurt le lendemain matin. Sa mère, qui se retrouve seule avec sa plus petite fille, dénonce le système. J'ai galéré, travaillé pour payer des études à ma fille et vous me l'enlevez comme ça par des voyous. Qui les embauche? Sokaina avait des projets, notamment celui de s'installer à Lyon pour poursuivre ses études de droit. Merci à vous Lisa. Avant de voir comment lutter contre les trafics, la priorité, Alexandra, d'abord, c'est de retrouver ceux qui ont tiré. Celui qui a tiré, celui qui a tué Sokaina. Quels moyens sont mis en place pour le retrouver? Alors sur ce genre d'enquête, sur ce genre d'homicide, ce sont des moyens très larges qui sont mis en place. Il y a évidemment les constatations avec la police technique et scientifique, les auditions de témoins, de voisinage, la vidéoprotection, la vidéosurveillance quand elle existe. Là en l'occurrence, il n'y a pas de caméra, malgré les demandes récurrentes, me disaient les habitants, depuis plusieurs mois d'en installer. Aucune caméra n'est sur place. Donc les enquêteurs vont devoir travailler autrement, à partir aussi des armements utilisés, des véhicules qui sont décrits, là en l'occurrence un scooter, assis à partir des personnes qui étaient visées à la base. Là on est sur un point de deal, alors certes itinérant, mais avec des dealers qui sont quand même relativement connus, on l'imagine, du renseignement. Et bien pour se retrouver derrière ces tirs, il faut remonter aux adversaires de cette bande. Donc on s'intéresse aux dealers pour retrouver ceux qui leur ont tiré dessus. Exactement. Et donc voilà, ce sont plusieurs moyens qui permettent de remonter un jour peut-être aux tireurs derrière. Mais bon, ce sont des homicides très compliqués à résoudre. Il faut imaginer quand même qu'il y a une 60aine d'enquêteurs à la crime de Marseille et que là, en 3 jours, ils ont 3 homicides successifs. Bon, ils sont relativement débordés. Le mot est faible. Laurent Valdiguier, comment on fait précisément quand on est comme ça policier à Marseille? 3 crimes, 3 homicides en 3 jours, plus d'une quarantaine depuis le début de l'année. Oui, ils en avaient 102 l'année dernière. Et cette année, au-delà des règlements de les quarantaines, c'est les règlements de compte dans le milieu du stup. Mais en réalité, ils savent beaucoup de choses, les policiers de Marseille. Ils savent à peu près tout de ce qui se passe dans leur ville. La difficulté, qui tire sur qui? C'est vrai qu'il y a un chaudron à Marseille. Il y a 2 gangs, Yoda et DZ Mafia, qui se font une guerre sans pitié depuis plus d'1 an. Et c'est vrai que cette guerre, elle dégénère, puisqu'ils tirent dans la rue, ça fait des... Parce que c'est vieux comme la pègre, les règlements de compte. Le vieux port est plein de cadavres. Mais la nouveauté, là, c'est qu'ils tirent de plus en plus vite, en ville, dans la rue, en pleine journée, avec des armes de guerre dangereuses, en rafale, et ça fait des victimes collatérales. On va revenir sur ces 2 gangs qui se disputent à Marseille et hors de Marseille, loin de Marseille, très loin parfois. On va y revenir dans un instant sur ces 2 gangs-là. Mais d'abord, Stéphane Ravier, je voudrais vous faire écouter ce que disait aujourd'hui Gérald Darmanin, qui s'attaque
je veux dire une fois de plus, mais peut-être avec des mots encore plus forts, aux consommateurs de drogue en disant qu'eux aussi ont une responsabilité dans ce qui est en train d'arriver à Marseille. Moi, je profite d'avoir ces micros et je pense de toucher l'émotion des Français devant la mort de cette jeune fille pour dire que s'il n'y avait pas de consommation, il y a moins de 10% de Français qui fument du cannabis. Il y a moins de 5% de gens qui consomment de la cocaïne ou des drogues de synthèse. Et bien si ces gens arrêtaient de consommer de la drogue, arrêtaient de fumer des joints, arrêtaient de prendre des rails de coke, ça peut paraître festif comme ça, mais vous faites naître ce genre de règlement de compte, vous faites naître d'exploitation des personnes, d'exploitation des mineurs, des assassinats, le financement du terrorisme, le financement de la prostitution. Et il y a un lien évident pour chaque citoyen entre consommation d'une matière illicite, la drogue, et trafic et malheureusement règlement de compte. Donc le travail de la police et de la gendarmerie est difficile. Il y a des victoires, il y a des défaites. Nous sommes très mobilisés pour gagner cette bataille contre la drogue. Mais je veux dire que chaque Français, chaque citoyen français a une part de responsabilité en arrêtant de consommer de la drogue. Stéphane Ravier, sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône, est-ce qu'on est trop clément envers les consommateurs ? Gérald Darmanin découvre l'humidité de l'eau. Ah, s'il n'y avait pas de vendeurs, il n'y aurait pas d'acheteurs. C'est une vérité, bien sûr. Le fait est, c'est que la préfète de police des Bouches-du-Rhône vous dirait que notre département, donc les Bouches-du-Rhône, est le premier département en termes de verbalisation des consommateurs, mais 30% seulement paient l'amende qui leur est dressée. Donc là encore, il y a un manque de volonté de l'État qui se contente d'envoyer la police pour dresser des procès-verbaux qui, je le répète, 2 fois sur 3 ne sont pas payés et il n'y a rien derrière. Et lorsqu'il y a récidive, eh bien c'est encore plus compliqué de leur dresser une amende, alors que moi je serais favorable de la faire passer de 150 à 500 euros et la deuxième récidive à plus de 1000 euros. Il faudrait croiser les fichiers et permettre par exemple le prélèvement à la source sur les salaires, le prélèvement sur les allocations, si la famille en perçoit. Mais tout ça... Mais pardon Stéphane Ravier, mais le signe même que l'on envoie, Stéphane Ravier, en disant si vous consommez, il y a une amende derrière, j'allais dire une simple amende, aussi chère soit-elle, est-ce que ce signe-là, il ne pose pas problème ? Ah, ça ne suffit pas, je viens de vous le dire. 2 fois sur 3, l'amende n'est pas payée. Et puis elle est de 130 ou 150 euros, c'est trop peu. Et en cas de récidive, eh bien c'est compliqué pour la police de dresser une nouvelle amende. Donc il faut que là aussi, plutôt que de se bercer de mots et de constats désolés comme l'a fait le ministre aujourd'hui, il faudrait qu'il m'écoute un peu. Parce que moi, ça fait longtemps que je propose que l'on double l'amende, voire qu'on la triple, et que des mesures judiciaires soient prises aussi à l'encontre de ces acheteurs qui effectivement participent activement à ce trafic. Il faut que les vendeurs soient sanctionnés, mais qu'effectivement les acheteurs aussi. Mais des déclarations comme ça, dans un moment de grande émotion et que je partage, eh bien ça ne suffit pas à masquer l'inaction dans ce domaine du ministre de l'Intérieur et de son homologue, le ministre des Finances et autres, qui devraient travailler ensemble, parce que le trafic de drogue ne se réglera pas avec le seul ministre de l'Intérieur, la preuve. Vous restez avec nous, Stéphane Ravier. Christophe Barbier, est-ce qu'on a été trop laxiste, trop clément, trop gentil avec les consommateurs ? Sans nul doute. On a considéré que parce que c'était festif, c'était pas là le problème, quoi, qu'il fallait un peu fermer les yeux sur toutes les drogues, et aussi parce que une partie de ces drogues concerne un milieu qui est celui de la jet set. Maintenant, est-ce que la répression des consommateurs suffira ? Non. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas dire samedi dans le Parisien, c'est la bataille de Stalingrad, et simplement se contenter d'un sursaut éthique, d'un appel à un sursaut de vertu, là, de la part des consommateurs. C'est pas que ça, il y a des moyens qui sont mis en place, bien sûr, mais là, aujourd'hui... Il y a plus de saisies, plus d'interpellations que jamais. Qu'en attend-il concrètement ? Les consommateurs le savent. Ils savent bien que par leurs achats, ils entretiennent un trafic et que Socaina a été victime par leur faute. Elle est un dommage collatéral, comme on dit, mais c'est par leur faute. Vous dites qu'ils le savent, peut-être qu'ils ne veulent pas le voir non plus, pas en entendre parler de tout ça. Bien sûr, ils ne veulent pas le voir. Bien sûr, il y a une cécité volontaire. Alors, est-ce qu'en doublant l'amende, en ayant un suivi judiciaire, on va leur ouvrir les yeux ? Je ne suis pas certain. D'autant que si on les frappe plus fort au portefeuille, on pourrait, par exemple, saisir immédiatement et définitivement leur véhicule, parce que la plupart ne vont pas à pied dans les cités s'approvisionner. Il faut faire autre chose à côté. Il faut leur dire, attendez, on ne va pas vous laisser tomber, vous êtes aussi un malade, vous êtes en addiction, on va vous faire un parcours de soins. Il faut les deux.
Faut d'un côté, on vous aide à vous en sortir, de l'autre côté, on vous tape dessus parce que ce que vous faites, ça fait des morts. Et tout le monde veut réagir, Nora. Ouais, alors 3 choses. En termes de politique, justement, de pénalisation en France, on est sur le podium en termes de politique sécuritaire sur cette question. On est les plus gros consommateurs. Donc typiquement, ça ne marche pas. Vous aurez beau mettre des amendes de 500 €, de 1000 €, ça n'a pas fonctionné, ça n'a jamais fonctionné. D'où aujourd'hui ces débats autour de est-ce qu'il faut légaliser, dépénaliser, etc. Stéphane Ravier est effondré derrière son écran d'ordinateur. Je reviens à vous dans une seconde. On revient. Mal fait, cette impression. Écoutez, en attendant, nos voisins allemands sont en train effectivement de débattre sur la nécessité de légaliser. La cocaïne. C'est le cas. Mais j'y viens. Parce que vous parlez de dimension festive. De quoi on parle en fait aujourd'hui? Effectivement, le cannabis, c'est la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, sur la consommation, la cocaïne a explosé et on est face en fait à des mafias internationales. Et le problème dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de Socaïna et ce qui se passe à Marseille, c'est que, ok, Gérald Darmanin, c'est logique qu'il vienne et que pour le coup, lui aussi, il mette des mots devant l'émotion. Mais là, on est devant une impasse politique. Pourquoi? Est-ce que c'est pas un peu limite que de faire porter la responsabilité de ce qui est en train de se passer et de la colombisation en fait de cette place qu'est Marseille et de ce qu'on peut voir aussi chez nos voisins aux Pays-Bas ou en Belgique, une responsabilité individuelle? Arrêtez d'aller consommer quand même, c'est pas bien parce que vous vous rendez compte, alors qu'en fait c'est un échec politique global. Et c'est de ça dont il va falloir qu'on parle. Géraldine. Il y a effectivement une part d'échec. Maintenant, on a longtemps accepté le trafic de stupéfiants qui contribuait à maintenir le calme dans les cités. On a été laxiste, oui, ça il faut quand même le dire. On a laissé des trafics. On a acheté la paix sociale. On a acheté la paix sociale, exactement. Parce qu'à un moment, vous légalisez, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On a acheté la paix sociale et maintenant c'est comme une hydre. Effectivement, vous avez raison. La politique du tout répressif qu'on a eu en France, c'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas. Marseille, s'il y a une ville où la répression a été massivement augmentée, c'est bien Marseille. On a eu 300 policiers de plus, des enquêteurs spécialisés, des juges, davantage de juges, un parquet. Et le phénomène ne cesse de s'amplifier. Donc la répression seule, on le voit, ne peut pas fonctionner. Il y a quand même un petit peu comme une addiction à l'échec dans ce gouvernement qui a toujours cette même réponse. Donc là, on voit que Gérald Darmanin essaye de passer un palier supplémentaire en se disant tiens, on peut peut-être se détourner sur les consommateurs. Peut-être, mais Monsieur Ravier n'a pas tort. Quand on dit des amendes de 150 €, c'est une tape sur les doigts avec une règle. Ça n'est pas dissuasif une seconde. Oui, mais Stéphane Ravier, quand on écoute ce qui vient d'être dit sur le plateau, notamment par Nora, plus de répression, ça ne marche pas, ça ne change rien. Non, mais la répression dont vous parlez n'existe pas, permettez-moi de vous le dire. Je me permettrai aussi de vous rappeler que le cannabis, ce n'est pas festif. Il faudrait un jour, moi je suis content que vous m'ayez invité également des médecins. Les conséquences de consommation de cannabis sur la santé, c'est un désastre. Avant d'être une affaire de gros sous, la drogue, cela devrait être une affaire de santé publique. On n'en parle jamais. Non, ce n'est pas festif. Le cannabis, ça a des conséquences graves sur le cerveau. Donc il doit y avoir d'abord une mobilisation du ministère de la Santé, de l'Éducation, du Sport, pour que l'on fasse savoir à la jeunesse sur le long terme que les drogues, y compris le cannabis, c'est de la merde et que ça nuit gravement à la santé. Il doit y avoir un ministre de l'Intérieur qui augmente les effectifs. Alors, il envoie des hommes sur le terrain à Marseille. C'est bien, ça permet aux habitants d'être rassurés. Mais le fond, c'est la police judiciaire qui doit avoir ses effectifs augmentés. C'est le ministre de l'Économie qui doit augmenter le nombre de ces hommes dans les douanes. 70% des drogues saisies sont le fait des douanes. Or, leurs effectifs ne cessent de baisser depuis 20 ans. C'est le ministre de la Justice qui doit avoir les moyens pour construire des prisons. C'est le ministre à nouveau de l'Intérieur qui doit expulser les délinquants étrangers. Tout le monde doit bosser, tout le monde doit se mettre autour de la table. On vous a entendu, Stéphane. On vous a entendu, Stéphane Ravier. Permettez-moi un dernier point. Un dernier. C'est le président de la République qui doit rencontrer ses homologues pour que nous nous donnions les moyens de saisir les biens matériels et financiers des narcotrafiquants internationaux qui sont à l'abri pendant que ça tire à Marseille. Alors justement, on a saisi le bien des hommes, comment dirais-je, des Russes. Bon,
des oligarques russes, pardon, le mot m'échappait. Il faut faire la même chose avec les dealers et avec les grands trafiquants. C'est entendu là-dessus, mais juste, vous parliez du grand banditisme et de ces grands trafiquants. Alors, il faut faire la guerre en mobilisant l'État dans son intégralité et pas seulement le ministre de l'Intérieur. On vous a entendu, Stéphane Ravier, mais je rebondis là-dessus, Alexandra Gonzalez. Il y a une chose qui, moi, me sidère. Quand on parle de ces règlements de compte, de ces fusillades à Marseille, les autorités, la préfète, dit qu'en réalité, 80% de ces règlements de compte sont liés à la rivalité entre deux bandes. 80% des règlements de compte dont on parle. Oui, deux bandes en fait qui viennent, c'est une guerre en fait qui vient d'une cité qui est la Paternelle et qui ensuite s'est exportée dans d'autres quartiers de Marseille, donc les DZ... DZ Mafia contre Yoda. La difficulté aussi dans l'évolution avec ces bandes, c'est que ce ne sont plus, comme avant, me disait un enquêteur, des fratries ou des amis d'enfance qui, du coup, s'entraident dans ce banditisme. Là, aujourd'hui, ce sont des amitiés par intérêt, me disait-il, selon des alliances en fait, qui se font entre des cités qui sont très mouvantes, très protéiformes, beaucoup plus difficiles à appréhender pour les enquêteurs, même si, oui, ils ont une vue d'ensemble sur les différents protagonistes, mais il y a beaucoup moins de liens forts dans les bandes et c'est ce qui crée aussi cette violence. Oui, cette volatilité et la violence. Exactement, cette violence qui fait qu'aujourd'hui, pour déstabiliser un trafic et récupérer un point de deal parmi d'autres, ils sont capables de tirer à la Kalachnikov et donc, comme là, on l'a vu lundi soir, avec des balles qui arrivent au 3e étage de l'immeuble et qui touchent plusieurs habitations. Il n'y a eu qu'une seule victime, mais plusieurs habitations ont reçu des balles. Absolument. Oui, enfin, beaucoup de choses ont été dites et je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais ce qui est quand même très inquiétant, là on parle de Marseille, deux groupes. On a effectivement, je pense, été laxiste au début. Après, les différents gouvernements ont essayé de réagir, mais très tard. On le voit maintenant dans des villes secondaires, le trafic augmenté, ce qui veut dire que des règlements de compte vont aussi arriver dans des villes secondaires. Et contrairement, effectivement, monsieur disait tout à l'heure, et c'est vrai, ça a toujours existé, les règlements de compte, mais c'est quand même beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire que là-dedans, on se rend compte que maintenant, ça tire à tous les étages, ce que vous disiez tout à l'heure, avec des dégâts collatéraux. C'est horrible de dire ce mot-là, d'employer ce mot-là pour quelqu'un qui est mort, mais il risque d'y en avoir d'autres. Francis le Belge n'avait pas de Kalachnikov, donc ça fait la différence aussi. Effectivement, ce ne sont plus les mêmes armes. Et puis on a un sentiment aussi que la notion de vie humaine, quelque chose à... Voilà, ça a complètement changé. Il faut s'arrêter là-dessus, Laurent Valdiguier. Ceux qui tirent, les enquêteurs à Marseille le disent très bien, la préfète, la procureure, on a affaire à des gamins qui parfois étaient totalement inconnus des services de police, totalement, et qui, pour quelques milliers d'euros, acceptent de basculer. Le juge Michel, il est assassiné à Marseille parce qu'il est sur la trace de laboratoires clandestins de drogue en 1981. Et il est assassiné par 2 tueurs en moto que la police va mettre des années à retrouver et à démanteler la bande. Mais aujourd'hui, les règlements de compte existent toujours, mais le marché n'a plus rien à voir. Le marché de la drogue ou du règlement de compte ? Le marché de la drogue. C'est-à-dire c'est des enjeux financiers depuis des années qui sont considérables. C'est un business... Vous voulez dire que par rapport à la French Connection, ça n'a plus rien à voir en termes de niveau de consommation en France. Okay. C'est comptabilisé dans le PIB de la France par l'INSEE. 3 milliards d'euros par an, le cannabis. Il n'y a pas vraiment de consensus. Il y a des pays en Europe, il y a des pays européens qui ont légalisé. Chypre, l'Allemagne est en train de faire des expérimentations de légalisation. Le Portugal, il n'y a pas vraiment de consensus. On demande à 191 policiers. Ils sont 191 à l'OFAST. L'OFAST, c'est le super service qui a été créé il y a 3-4 ans pour essayer de centraliser un peu, parce que sinon... Et Gérald Darmanin annonce aujourd'hui une nouvelle brigade qui pourra se déployer en province. Gérald Darmanin, il dit il faut envoyer la CRS 8 pour calmer la tension dans ces cités, parce que il y a 2 choses différentes, mais en particulier, les victimes de tout ça, ce sont les habitants de ces cités. Parce que quand vous êtes une personne âgée et que vous habitez au-dessus d'un point de deal, vous êtes en état de couvre-feu. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous le soir, parce que vous gênez le trafic. Donc pour les gens des cités, il faut aller suivre une patrouille de police de quartier
c'est un enfer de vivre dans une cité. Donc, il envoie ça, c'est pour desserrer la pression. Là, il veut créer une petite brigade de PJ supplémentaires pour essayer de mettre en musique, quand il démantèle un point de deal, si judiciairement parlant, ça ne suit pas, parce que c'est compliqué, il ne suffit pas d'arrêter les gens et de les mettre en garde à vue, il faut faire des procédures, il faut établir des preuves, il faut monter un dossier, c'est ça le travail de la police, c'est pas juste d'arrêter les gens. Donc là, il dit, oui, il faut faire des renforts de police judiciaire pour quand on démantèle des équipes, essayer de faire en sorte que cette équipe ne revienne pas le lendemain matin. Pardon, mais l'impression que ça donne, Christophe Barbier, c'est qu'on est dépassé par les événements, dépassé par le trafic, et que là où on se disait il y a quelques mois, les Pays-Bas, la Belgique deviennent des narco-États parce que précisément les trafiquants ont pris une ampleur et un pouvoir, ils peuvent aller jusqu'à terroriser le Premier ministre néerlandais, le menacer, etc. Oui. On a peur de ça aussi en France. Bien sûr. On est un État un peu plus puissant et un territoire un peu plus large que ces pays-là qui, sur une petite zone, peuvent concentrer ce genre de crimes. Mais ça renvoie à ce que Stéphane Ravier évoquait. Si on fait la guerre, il faut la faire vraiment. Et donc, ça se joue à un autre niveau. C'est pas à Marseille, c'est quelque part sur les grandes zones de trafic. Et ça se fait avec des moyens militaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut couler des bateaux qui transportent des cargaisons. Il faut abattre des avions qui se posent dans le désert, comme on l'a vu plusieurs fois. Il faut traquer les sous-marins et les couler. Mais ça veut dire qu'on est hors du droit. Là, il n'est plus question de procédure, il est question de guerre. À qui on déclare la guerre ? Un État déclare la guerre à un autre État. Mais là, on va déclarer la guerre à qui ? À monsieur machin, caché à Dubaï ou caché à Bogota ? Ça va être compliqué juridiquement de ne pas renier les fondements du droit et de la démocratie et d'avoir une guerre efficace contre le sommet. Sinon, on va continuer à avoir cette guerre sisyphéenne du fort contre le petit, avec cet effet de boule de mercure. C'est-à-dire, on tape dans une boule de mercure à Marseille. Ah ben, il y a 150 petites boules de mercure partout dans tous les quartiers. Et on n'est pas plus avancé. D'un mot, Géraldine, d'un mot. Non, mais nos démocraties sont mises à l'épreuve. On ne peut pas combattre une situation absolument exceptionnelle avec des règles de droit classiques pour des situations de paix. Un seul chiffre. C'est effrayant. Oui, non, je parle de procédure. Par exemple, les règles qu'on se fixe pour infiltrer ou pas les groupes de trafiquants, on ne peut plus le faire aujourd'hui, quasiment plus à l'étranger. Enfin, il y a quand même quelques règles qu'on peut adapter. C'est pas du tout. Darmanin évoque les règles du terrorisme pour les écoutes téléphoniques, les gardes à vue. On est parfois dans la dérogation du droit parce que c'est des terroristes. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers ça pour un chiffre pour voir bien la fulgurance du phénomène. On a saisi en 2021. Tout service confondu, 26 tonnes et demie de cocaïne en France. En 2010, c'était 4 tonnes. Oui, mais alors, et ça, on a une explication. Enfin, pour le coup, les spécialistes vous disent, depuis que les États-Unis font face à une crise sur les opioïdes avec le fentanyl, et on le voit avec la drogue qui crée des zombies carrément en pleine ville, en fait, la cocaïne qui est produite... Eh ben, elle n'arrive plus, elle n'a plus de marché aux États-Unis. Donc en fait, elle est arrivée en Europe. Et ça, à un moment, il faut aussi le combattre comme un marché global. Et on a aujourd'hui assez débattu de la dimension répressive et de la guerre contre la drogue, qui est en fait là pour le coup le mythe de Sisyphe. Enfin, on voit bien que ça voilà. Mais c'est aussi la prévention. Et c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on pose, c'est-à-dire que ces gens-là aussi, pour beaucoup, sont malades et ont besoin d'être accompagnés. Et ça, c'est un non-sujet absolu. Merci Laurent Valdiguier, merci Alexandra Gonzalez et merci également Stéphane Ravier qui était en direct avec nous depuis Marseille. Merci monsieur le sénateur.